Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Chers internautes des Congo Mounia TV, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Toujours avec votre humble servante, la Donne Esther, qui vous amène là où vous ne pouvez pas arriver. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Congo Mounia TV de mon big manager Thierry Kalongo que j'ai sali depuis Canada. Et derrière la caméra, nous avons ingénieur Shaggy Koutouna, votre ingénieur Léguégué. Nous sommes ici, nous avons changé des cadres et nous avons changé des sujets, nous avons changé des terrains. Aujourd'hui, nous sommes dans un terrain purement sanitaire. Purement sanitaire, nous allons vous présenter les deux grandes personnes que moi je ne peux pas vous présenter, qui vont se présenter. Moi je n'ai pas cette amabilité là de présenter de grandes personnes que j'ai sur mon plateau. Et nous commençons par le professeur Jean-François Chouet. Bonjour professeur Jean-François. Et les internautes de Congo Mounia TV voudraient savoir qui est M. Jean-François, qui est le professeur Jean-François, parce que moi je ne connais pas vos titres et qualités. S'il peut vous présenter. Voilà, donc je m'appelle Jean-François Chouet, je suis professeur d'hématologie à la faculté de médecine de Montpellier. Okay. On est tous un peu spécialisés, je suis plus particulièrement spécialisé dans les maladies hémorragiques, dont l'hémophilie, dont on va parler aujourd'hui. Et je suis ici en mission pour une association qui s'appelle AFAT, qui est l'association franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie. Voilà. Voilà, vous avez tous entendu, le professeur s'est présenté et à sa droite, nous avons le docteur Guet Koundabi, il va se présenter. Bonjour docteur. Bonjour madame. Oui, les chers membres et internautes des Congo Mounia TV veulent savoir qui est le docteur Guet Koundabi. Merci madame, merci pour cette émission, merci pour l'occasion que vous nous donnez de s'exprimer. Moi je suis docteur Guet Koundabi. Je suis médecin, spécialiste en pédiatrie. Donc, je travaille ici aux cliniques universitaires de Kinshasa, au département de pédiatrie, plus précisément au service d'hémato-oncologie. Donc, mon domaine de recherche, c'est l'hémato-oncologie pédiatrique. Et je suis en quelque sorte le point focal de l'hémophilie au niveau des cliniques ici, au niveau du pays. Donc, voilà un peu en gros en quoi je suis. Ok, merci. Vous avez tous entendu. Aujourd'hui, nous avons un sujet délicat, un sujet très capital. Nous allons parler sur l'hémophilie. Une maladie ignorée, qui est bel et bien là, une maladie qui est ignorée mais qui est aussi mortelle, si on peut dire ça. Moi, je ne connais pas les termes médicaux. Les médecins sont là. Toutes vos questions, vous m'avez transmis des questions que je dois poser aux médecins, que je dois poser aux professeurs. Ce sont eux qui vont vous répondre. On va recommencer. Professeur, on parle de l'hémophilie. Donc nous sommes là pour parler de l'hémophilie. Hémophilie, d'abord quand hémophilie, beaucoup de gens ne connaissent pas l'hémophilie. Qu'est-ce que l'hémophilie? Alors c'est une maladie hémorragique, congénitale, héréditaire. Alors, c'est une maladie dans laquelle le sang ne coagule pas. Normalement, dans notre sang, il y a tout un système qui permet, lorsqu'on se fait une plaie, d'arrêter le saignement rapidement. Et dans l'hémophilie, il manque des éléments dans le sang et le saignement ne s'arrête pas tout de suite, il se prolonge. Et donc c'est une maladie où au départ les enfants, puisque c'est dès la naissance qu'on est hémophile, vont avoir des saignements qui se prolongent. Soit des saignements extériorisés quand ils se coupent, soit des saignements à l'intérieur, en particulier dans les articulations, mais aussi dans les muscles. Vraiment. J'aimerais signaler aux internautes de Congo Mounia que notre émission sera un peu bilingue parce que c'est une émission qui couvre toutes les couches et le docteur Guet va nous aider à ce qu'il parle et qu'il mette un peu le français et l'ingala, pour permettre aussi aux autres personnes de bien nous écouter, de bien parler. Docteur Guet, ici le professeur nous a expliqué qu'est-ce qu'est l'hémophilie. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi approfondir, parce que vous allez faire le bilingue. Qu'est-ce qu'est l'hémophilie vraiment en mot hémophilie les animes. Donc comprendre, donc la combo en hémophilie, batina H, les animes.
Merci madame la journaliste pour cette question. Effectivement, l'hémophilie, c'est une maladie hémorragique. Il y a un trouble de coagulation, comme le prof l'a si bien dit. Hémophilie, quand on dit hémo, ça signifie le sang. Philiae, ça signifie aimer, qui est attiré. Donc c'est une maladie attirée par le sang, c'est-à-dire c'est une maladie au décours duquel le malade va saigner, il va présenter un saignement prolongé. En quelque sorte, c'est-à-dire ce qui est aux occupota, ils ont d'autres organismes et produisent la protéine de coagulation. La protéine, on a foi de produire de telle sorte que ceux qui aux occupota, ils remettent la maquillée et carami. Maquillé au Canada parce que nous autres on a vu ce qu'on produit la protéine ils ont le cas de brique on est là pour ceux qui ont la vide la brique et koya pour nous colmater brèche pour nous calmer ici car c'est la même chose ceux qui aux occupota tout va saluer opération tout traumatisme et accident tout ça et au ça c'est à un certain moment maquillé un moment au Canada et au Canada spontanément et au Canada parce que nous autres on a vu ça à produire la protéine de coagulation. Après plusieurs réactions, ça passe par plusieurs cascades de réactions. Dès qu'on forme caillot, caillot à sang, caillot à maquila, dès qu'on a brèche, le coup la brique et qu'on a donc c'est un peu ça. Si on a la hémophilie, on a protéine au foie produit ça, un facteur de coagulation, un facteur à peu près 13. Mais la hémophilie, malade, un facteur 8 et 9. Sur un facteur 8, on a hémophilie A. Sur un facteur 9, on a hémophilie B. Donc ceux qui facteur wana ezate protéine wana ezate et rosala eke ceux qui mwana na azoki pota to mwana na ba opérer ba sali eta musu circoncision ba kati yenga to ba sali chirurgie makile ko wumela ko kangama parce que azali ba protéine azali ba brique le rosala ete ekanga makila au mona ki a renseigner moi tamulai a renseigner ta musu mingi te mais a renseigner mulai seulement ils a prolongé parce qu'effectivement azangi la protéine wana ou foie produisera pour na koya kokanga isika makila ezo sopana donc il y a beaucoup de hémophilie bana wana bazangi ba facteur wana ya coagulation facteur 8 pour la hémophilie A ou azangi facteur 9 ma donc on a hémophilie B. Ok, toyoki ndenge docteur a expliqué vraiment à quel moment on a pas détail nyonso. Et en tout cas dans ces plateaux là on a beaucoup parce que ça concerne la santé ça concerne la vie de nos enfants, ça concerne la vie de tout le monde. Bon, la maladie en question, en vous écoutant, en écoutant aussi votre explication, c'est comme si les causes sont déjà décelées. Les causes sont décelées. Mais quel est le moyen de transmission? Cette maladie, comment cette maladie est transmise? Parce qu'on voit plus tu es blessé, tu n'arrives pas à... Tu as la coagulation. Comment on appelle ça, la coagulation? Comprenez, hein? Moi je ne suis pas corps médical. La coagulation a des difficultés. Mais non, comment vous savez, comment la maladie est transmise? Alors, on l'a dit, c'est une maladie génétique héréditaire. Alors la maladie, elle ne touche que les garçons. Elle touche dans le monde entier un garçon sur 5000 ou un enfant sur 10 000, si on prend un sur deux. Donc dans le monde entier. Ça c'est partout, il y en a autant dans chaque pays. Lorsque un garçon naît, en fait, le plus souvent c'est parce que sa mère est conductrice. Alors qu'est-ce que ça veut dire conductrice? Ça veut dire que la mère porte un gène de l'hémophilie, mais comme elle a deux gènes, il y a toujours un gène qui marche. Donc une mère conductrice, elle n'est pas hémophile, mais elle peut transmettre la maladie à ses enfants, à ses garçons. Donc une mère qui est conductrice, qui épouse un homme qui est pas hémophile, elle peut avoir soit un garçon hémophile, soit une fille conductrice, soit un garçon normal. D'accord? Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est ça, c'est que les femmes qui transmettent n'ont pas de signes, elles vont bien, et par contre ça ne touche que les garçons. Donc c'est là, je dois bien comprendre ces points-là. C'est la maman qui porte cette maladie, oui. Mais
ceux qui souffrent sont les enfants, les garçons. C'est les garçons, oui. Les garçons. Et la maladie, c'est une maladie héréditaire. Oui, oui. Mais qui vient non du papa, mais de la maman. C'est ça. C'est la maman qui transmet cette maladie. Cette maladie est transmise des mamans à l'enfant. Et pourquoi seulement un garçon? Parce que nous avons, alors on va faire un tout petit peu de biologie, nous avons deux chromosomes, les chromosomes X et les chromosomes Y, qu'on appelle les chromosomes sexuels. La mère, elle a deux chromosomes X. Une femme, c'est XX. Et un homme, c'est XY. Si la mère, elle a ces deux chromosomes XX, s'il y a un chromosome qui est malade, l'autre chromosome marche bien. Donc la mère, elle a juste ce qu'il faut pour ne pas saigner. Par contre, l'homme, comme il est XY, si son chromosome X est malade, comme il n'y a pas d'autre chromosome X que c'est Y, l'homme, il est forcément malade. Vraiment, si vous avez fui les cours de biologie, hein, c'est le moment d'apprendre. Parce que si moi je suis avec le professeur et le docteur, donc j'apprends déjà sur ces plateaux. Merci docteur. Les chromosomes XX, on a entendu, le moyen de transmission, c'est la maman. Donc c'est une maladie héréditaire. Docteur Guette, c'est une maladie héréditaire, mais comment on reconnaît que cet enfant est hémophile? Voilà, merci pour cette question. C'est une question capitale parce que c'est une question qui nous permet en fait de reconnaître les signes de la maladie ou les symptômes de la maladie. Hein, comme le prof l'a dit, en fait, je peux dire un peu en lingala aussi, bon, on est où la maman? Hein? Maman a chromosome mibale XX. Ce qui m'a eu maladie, gène wana hémophilie X moko, le roi va X mibale, X mususu, ils ont créé contrepoids, ils ont créé contrebalance. Ce qui fait que moi j'ai maladie des athées. Mais à une anomalie wana, ce qui a fait si à moi le roi a X moko, ce X wana est pas. Ce qui fait que lorsque les garçons a les gènes de l'hémophilie au niveau du chromosome X, directement il fait la maladie. Comment est-ce qu'il faut reconnaître maladie? Tout le maladie ils ont lié à un problème de saignement. Saignement, ils ont oumé là. Ce qui, moi, toi, à salement accident, traumatisme, à saigner pour oumé là. Généralement, les symptômes, ils sont souvent très tôt dans la vie. Moi, dans très souvent, quand on fait la circoncision. Souvent, les symptômes commencent à la circoncision. Moi na makile zoumé la kobima moi na wazana problème hémophilie tout bakati ngenga makile rosa quelques heures après katani bala moko mais moi na wazana hémophilie a enseigné après circoncision pendant temps moulai il reçoit mikolo ba jour plusieurs heures jusqu'à ce que moi na wana ba kozon c'est makila mais ce que akufa ce qui boye éviter ce qui et ce que bozali structure za mala monter ba ko pesa moi na rapidement makila l'enfant peut mourir d'anémie au décours d'une circoncision. Donc souvent, il y a la maladie, les garçons souvent, mingi, seulement ils ont la ceux qui va une circoncision. Maintenant, ceux qui ont commis l'âge à 8 du mois, âge au moins au tambola, âge d'apprentissage de la marche, bleu, c'est-à-dire hématome, au moins la poissonnaire pour les ça bleu, parce que maquillé, ils ont menacé à poisson. Tu vois, échymose, tu vois, hématome. Le rôle au tambola, l'enfant trébiche, et ça là qui bon moi la tache à bleu dans genou dans ma colo ainsi de suite et plus tard maintenant à ressort l'autre dans le poteau hémarthrose. Les hémarthroses c'est quoi? Ce sont des saignements au niveau des articulations. Au niveau des articulations comme pour vimba parce que ma kilé zo quand malakat n'a pas d'articulation on a moi ba vaisseau mike ils ont saigné le petit vaisseau saignante à bas bruit. Dans l'hémophilie, on ne saigne pas beaucoup, mais on saigne pendant longtemps. C'est un saignement qui est prolongé. Voilà, c'est prolongé. Mouké à bas bruit, ce qui fait que l'articulation maquillée, comme on retourne là, il y a hémarthrose. Et les hémarthroses constituent le 3/4 des symptômes de la maladie. Environ 3 enfants sur 4 vont faire des hémarthroses. Maquilla, ils ont quand même l'articulation. Et avec les temps, on monnaie, maquilla, il y a des déformations dans le niveau articulation. En dehors de l'hémarthrose, il y a saigné dans mon corps, gingivorragie, il y a saigné dans le zolo, il y a saigné dans l'estomac, il y a centre de maquilla, il y a ce paquet dans la selle, maquilla peut vous c'est-à-dire, ça là souvent, ils font souvent
donc une hémorragie profonde, hein, c'est-à-dire les hémarthroses et les hématomes, mais peuvent faire également des hémorragies cutanéo-miqueuses qui peuvent s'extérioriser. Ou comme manibanda, tout comme une hémorragie rose en akati. Donc bref, comment répondre à la maladie? Ils allaient saignement, maquilla, les os mais là, saignement, les os mais là. Ceux qui moi là-bas, ça les circoncision, moi là-bas, ça les tables sous chirurgie. Tout même bah kati sous qui, moi là qui maquille les os mais là, tout moi pota, ça les accident, maquille les os katanati. Ça c'est plus des hémorragies extériorisées, mais avec les temps, ce sont des hémorragies profondes. Malheureusement, bah saignement, on est au même dans le tout. À gros saignement dans le tout, et créé par un hématome intracérébral ou intracrânien, à gros saignement dans sous, un peu partout dans les poumons. Saignement est gros, on a un peu plus ou moins généralisé dans plusieurs sites. Donc voilà un peu les signes ou les symptômes qui nous permettent de reconnaître cette maladie. Vraiment, abonnez-vous massivement. Nous continuons, nous avançons. Babiloko Ebele, toujours la ignorance, il y a ma casse. Parce que quand le docteur, écoutez ce que le professeur vient d'expliquer et le docteur a expliqué, vous verrez que maladie en gros est zawana, mais moi ignorance. Par ignorance, le pied mais là vous voyez que non, la circoncision a été mal faite. Et puis par rapport à ça, toute la solution, c'est fini. Et c'est la vie de l'enfant que vous mettez en danger. Bon docteur, est-ce qu'il y a des examens? Il y a des examens parce que quand j'ai entendu ici les professeurs, vous avez dit il y a des examens, il y a le facteur 8, vous avez parlé du facteur 9, vous avez parlé ici des BA, de B. Est-ce qu'il y a des examens des laboratoires qui peuvent détecter la maladie facilement? Oui, on ne va pas dans les détails, mais simplement, on va reprendre l'exemple qu'a parlé le docteur Gued, la circoncision, parce que c'est un mode de diagnostic fréquent. Okay. Et là, il faut s'adresser aux parents et au personnel de santé qui font la circoncision. Si ça saigne après la circoncision pendant longtemps, il faut absolument adresser le patient à un service médical, à un médecin, pour qu'on puisse faire les examens dont je vais vous parler. C'est très important parce que souvent, on le voit, on fait des soins locaux et puis on rate le diagnostic et on le fait beaucoup plus tard, il y a déjà des complications. Donc très important. Alors, en quoi ça consiste pour faire le diagnostic? C'est simple, c'est une prise de sang. Il faut savoir que le diagnostic n'est pas très facile et avant, on ne savait pas le faire, il fallait aller dans d'autres pays et depuis qu'on a mis en place les missions FAT, eh bien ici, on peut faire le diagnostic d'hémophilie. Donc on fait une prise de sang et on va doser les facteurs anti-hémophiliques. C'est des petites substances qu'il y a dans le sang. Alors il y en a deux, il y a le facteur 8 et le facteur 9, mais ça c'est des détails qui vont n'intéresser que les médecins. Et donc il faut pouvoir faire des tests de coagulation assez simples qu'on appelle le TCA. Et puis si c'est allongé, on va doser le facteur 8. Maintenant on sait le faire très bien, on en a fait là plusieurs depuis quelques jours. Donc on sait faire le diagnostic à Kinshasa et bientôt on saura le faire dans d'autres grandes villes du Congo. Mais le plus important c'est ça, c'est que le jeune patient, il arrive jusqu'au médecin pour qu'on puisse faire la prise de sang. Et là on aura le diagnostic d'hémophilie. C'est important pour son avenir, parce que plus on le prend en charge tôt, et meilleur est le pronostic. Ok. Là, le médecin, le parent, le personnel de santé, on s'adresse à vous. En tout cas, docteur Gued, j'aimerais que vous puissiez d'abord vous adresser aux personnes soignantes afin de les sensibiliser. Parce que cette maladie, comme je vous disais, cette maladie, c'est comme si ce n'est pas connu. C'est pas connu. C'est pas une maladie connue, mais c'est la raison pour laquelle nous avons dit c'est une maladie ignorée, mais qui peut causer beaucoup de dégâts. Oui, c'est une maladie ignorée. Si possible, de vous adresser d'abord aux médecins. Je peux vous laisser cette latitude-là, de vous adresser aux personnes soignantes pour qu'ils vous écoutent et qu'ils prennent déjà des choses en main. Voilà, merci madame la journaliste. Comme on a dit en introduction, l'hémophilie reste une maladie ignorée. Ignorée non seulement par les citoyens lambda, par le commun des mortels, mais c'est une maladie également ignorée même par le personnel de santé. Donc ici est l'occasion d'interpeller les personnels de santé, voilà, avec tout ce qu'on a dit ici, devant des symptômes suspects d'hémophilie, un saignement hémorragique, un saignement qui persiste, au décours d'une circoncision, au décours d'un acte chirurgical, d'un traumatisme, un enfant qui se gonfle, qui est un peu bleu partout, ce sont des cas suspects d'hémophilie.
Ici, au Clinique universelle de Kinshasa, nous avons maintenant le moyen de faire ces diagnostics. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans. Les familles entières devaient aller à l'extérieur du pays. On a des malades dont les diagnostics ont été faits au Maroc, en Afrique du Sud. Voilà. Mais aujourd'hui, grâce notamment au partenariat que nous avons avec la FATS, avec l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, nous avons le moyen de diagnostic, nous avons le matériel qui nous permet de poser les diagnostics. Bien entendu, on commence par des examens non spécifiques, comme le temps de coagulation, le TCA, c'est le temps de sécrétion d'un activateur. Si ce bilan-là est perturbé, on va aller maintenant doser les facteurs de coagulation qui manquent. C'est soit le facteur 8 pour l'hémophilie A, soit le facteur 9 pour l'hémophilie B. Donc aujourd'hui, l'hémophilie, c'est une réalité en démocratique du Congo et nous avons le moyen diagnostic. Donc nous avons la capacité de poser les diagnostics de l'hémophilie aujourd'hui en RDC, particulièrement au Clinique universelle de Kinshasa. Bientôt là, on a commencé à s'étendre à l'intérieur du pays. À Kisangani, on fait le diagnostic. À Mbujimayi, on fait aussi les diagnostics. Et donc, les moyens diagnostiques sont là. Donc, ici est l'occasion effectivement d'interpeller le personnel de santé, de nous envoyer tous ces cas assistés. Nous sommes ici au Clinique universelle de Kinshasa, au département des pédiatries, au service hémato-oncologie. C'est là où nous assurons la prise en charge de ces enfants-là. Donc les moyens diagnostiques sont là, tout est mis en place pour que ces enfants-là soient diagnostiqués tôt. Comme le professeur l'a si bien dit, une maladie dont le diagnostic est fait précocement, c'est une maladie qui est mieux prise en charge, c'est une maladie qui est mieux contrôlée. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au personnel de santé. Vraiment c'est une interpellation parce que c'est une maladie qu'on pensait être la maladie des Blancs, mais effectivement c'est une maladie cosmopolite. Donc l'épidémiologie est pratiquement la même un peu partout. Donc théoriquement, par exemple pour Kinshasa, on doit avoir environ entre 1000 et 2000 hémophiles. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et dans l'occasion ici effectivement d'interpeller tous ceux qui agissent au niveau de santé, infirmiers, ainsi de suite, qui agissent au niveau primaire et secondaire, que nous sommes là, nous sommes disponibles à assurer la prise en charge de l'hémophilie ici à Kinshasa. Ok docteur, en parlant de prise en charge, parce que nous avons vu ici, je peux prendre seulement un exemple, on peut parler de la Covid, on peut prendre la drépanocytose par exemple, et il y a toujours une prise en charge par rapport au gouvernement ou au ministère de la Santé, parce qu'ils prennent seulement un cas comme ça. Mais vous parlez de la prise en charge. La prise en charge est purement par rapport à l'association dont vous parlez, ou la prise en charge est même au niveau de notre gouvernement. Parce que nous avons un ministère de santé et nous avons des institutions capables de prendre cette histoire en charge. Voilà, merci madame, c'est une très bonne question, une question très capitale. Voilà, l'hémophilie, elle est certes une maladie rare, comme le prof l'a dit, ça concerne un patient sur 5000 naissances mâles, mais c'est une maladie qui existe. C'est pas parce que la maladie elle est rare que la maladie doit être abandonnée, que ces patients-là doivent être laissés à leur triste sort. Pour l'instant, à l'ère où nous parlons, à l'ère actuelle, nous soignons ces malades-là grâce aux médicaments que nous recevons de la Fédération mondiale de l'hémophilie via un autre partenaire dont je citais la FATS. Donc pour l'instant, nous recevons ces médicaments uniquement grâce au partenariat que nous avons avec la Fédération mondiale de l'hémophilie. Nous avons initié les contacts au niveau de nos gouvernements. Nous avons déjà vu une ou deux fois les ministres de la Santé. Nous avons vu 2 ou 3 fois le secrétaire général de la Santé. Mais jusque-là, on n'a pas encore un appui concret. S'il faut être sincère, on n'a pas encore un appui concret de la part de notre gouvernement concernant la prise en charge de ces patients. Mais nous espérons, nous avons bonne foi, on compte également sur la bonne foi du gouvernement, que le gouvernement va mettre la main à la poche, comme c'est fait dans d'autres pays, d'une association internationale qui vient nous appuyer, qui nous amène des médicaments. Mais le gouvernement, jusque-là, on n'a pas encore un appui concret de la part de notre gouvernement. Mais ici également l'occasion d'interpeller également notre gouvernement, parce que nous avons besoin de leur assistance, notamment à ce qui concerne les médicaments que nous recevons. Des fois, on est obligé de payer la douane, voilà, par exemple. Pour des médicaments qu'on nous envoie gratuitement, on les met dans les avions, mais arriver à l'aéroport pour que vous puissiez nous avoir ici, on doit passer par plusieurs péripéties de la douane et ainsi de suite. Donc voilà. Nous sommes en voie d'être facilités de ces côtés-là, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Le gouvernement a un apport assez important pour nous, surtout pour le dédouanement de ces médicaments
que nous recevons gratuitement, s'il vous plaît, pour le bénéfice des enfants congolais. Mais on va être amené à payer la douane pour ces médicaments que nous recevons gratuitement. Voilà, ça c'est vraiment un élément qui nous dérange. Mais in fine, en finalité, il faut que le gouvernement puisse nous aider également à avoir ces médicaments-là, à mettre ça par exemple dans la liste des médicaments essentiels, à telle enseigne que le coût puisse diminuer. Et ce sont des médicaments qu'on peut payer à travers des différentes usines pharmaceutiques. Voilà. En vous écoutant, en écoutant vos explications, moi personnellement je suis très émue. Je suis très émue parce que quelque chose qu'on ignore, c'est ce qui tue plus. En ignorant les enfants. Vous parlez les cas ne sont pas fréquents. Ce sont des cas que vous recevez. Ce sont des cas que vous recevez. Mais il y a des cas aussi, parce que comme moi je ne connais pas l'hémophilie. C'est pour dire qu'il y a des parents aussi dont leurs enfants souffrent de cette maladie. Ils ignorent. Il y a des enfants où ils ont allé se faire opérer. Ils vont se faire opérer. Peut-être on peut faire une ablation, on peut faire quelque chose et ça complique et l'enfant meurt. Il y a des enfants, bon, je connais un enfant qu'on a envoyé à Kimpese. Si vous allez à Kimpese, là-bas vous verrez des accidentés. C'est pour plus l'orthopédisme. C'est pour l'orthopédisme de ces enfants. Ces enfants ont subi ce qu'ils ne pouvaient pas subir et puis ils ont perdu leur vie. Quel est le moyen que vous pouvez mettre en place? Parce qu'il y a un moyen d'abord de dépistage de cette maladie. Oui, alors, je crois qu'on l'a dit, il faut que la population, et déjà, au moins les personnels de santé connaissent cette maladie. C'est vrai qu'elle n'est pas bien connue, elle n'est pas connue du tout de la population, et elle est très mal connue des professionnels de santé, des médecins et autres. Donc il faut qu'ils la connaissent. Pour simplement, on ne va pas leur demander d'être professionnels, d'être spécialistes, on leur demande d'orienter le malade vers les structures de soins, en particulier celles à Kinshasa et celles qu'on est en train de mettre en place à Kisangani ou dans les autres, ou à Lumumbashi. Et l'enjeu est important. Une hémophilie sévère, non traitée, c'est une maladie mortelle. Si on ne la traite pas, c'est une maladie mortelle. Les enfants, ils meurent à 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ils finissent par mourir. Il y avait j'ai parlé, quand j'ai fait les cours, d'une série aux États-Unis en 1937 où les enfants n'étaient pas traités. Sur 113 enfants, il y en a 6 qui ont atteint l'âge de 40 ans. 6 qui ont atteint l'âge de 40 ans, les autres sont morts. Donc non traitée, l'hémophilie est mortelle. Après, quand elle n'est pas mortelle, elle entraîne des gros handicaps. En particulier, le docteur Guett a parlé des lésions dans l'articulation, puisqu'on saigne dans l'articulation. Et quand on saigne dans l'articulation à plusieurs reprises, ça finit par détruire l'articulation. Et la grosse complication de l'hémophilie, ce sont des troubles moteurs. C'est-à-dire que les hémophiles non traités, ils ont des articulations qui se déforment. À la fin, ils n'arrivent plus à marcher, ou alors ils marchent avec des béquilles, et ça fait beaucoup de peine. On voit des enfants de 10 ans avec des béquilles ou qui ne peuvent plus marcher. C'est dramatique. Alors que s'ils sont traités, s'ils sont pris en charge, on peut éviter ça. On peut faire en sorte qu'ils aient une scolarité normale, qu'ils aient une insertion professionnelle normale. Tout se joue sur la prise en charge. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup, parce que c'est pas seulement pour se faire plaisir qu'on les traite, c'est pour en faire des adultes normaux. Alors que sinon, on en fera, soit ils vont décéder, soit ils vont être des grands handicapés de la vie. Et ça, il suffit qu'on puisse mettre en place le dépistage, et dont on a parlé tout à l'heure avec la circoncision et autres, et puis après qu'ils puissent être pris en charge dans les structures spécialisées. Il y en aura eu dans les grandes villes de RDC, donc on peut penser que les enfants de RDC seront tous à égalité dans la maladie. C'est essentiel. Docteur Guett, pour les drépanocytaires, nous avons le centre Mabamba. Donc les anémies SS, ils ont la facilité d'être pris en charge directement à Mabamba. Et qu'est-ce que vous envisagez? Parce qu'il faut, on ne doit pas dire, quand on parle des cliniques, aller aux cliniques universitaires, oui, ils peuvent venir. Mais maintenant, aux cliniques universitaires, il y a aussi des laboratoires qui détectent aussi les drépanocytaires. Mais ils ont un centre qui s'occupe de leur cas, un centre spécialisé. Est-ce que vous envisagez avoir un centre pour les hémophiles?
Voilà, merci, c'est une très bonne question. Moi, je pense que, in fine, c'est l'idéal, hein, en définitif. C'est-à-dire qu'on doit avoir un centre de traitement dédié pour cette maladie. Voilà, on doit avoir ces centres-là, mais pour l'instant, nous n'en avons pas encore. Donc, comme l'hémophilie est une maladie du sang, nous avons ici au clinique de Kinshasa, au département des pédiatries. Pourquoi la pédiatrie? Parce que la maladie commence en enfance. En pédiatrie, nous avons un service d'hématologie qui s'occupe des pathologies des sangs. Et l'hémophilie fait partie des pathologies des sangs. C'est pourquoi les centres de traitement à Kinshasa de l'hémophilie ici se trouvent d'abord ici, au clinique universelle de Kinshasa, au département des pédiatries, au niveau des services d'hémato-oncologie. Mais le but, ce n'est pas de s'arrêter là. Le but maintenant, c'est d'étendre, d'avoir plusieurs centres de traitement pour faciliter l'accès au traitement aux patients. Le but, c'est d'étendre. Déjà, pour toute la RDC, il n'y avait que le CIK, les cliniques universelles de Kinshasa, qui assuraient la prise en charge. Mais maintenant, grâce au partenariat que nous avons notamment avec le Novo Nordisk Hemophilia Foundation, nous sommes à même d'étendre maintenant les diagnostics à l'intérieur du pays. Nous avons commencé les diagnostics dans la ville de Kisangani. Ils ont déjà une dizaine de patients. Nous avons commencé les diagnostics dans la ville de Mbujimaï. Ils ont une dizaine de patients aussi. Et dans quelques mois ici à Lubumbashi. Donc le but d'abord, c'est d'essayer de s'étendre un peu dans tout le pays parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de mourir. Alors que nous sommes ici à Kinshasa encore. Donc le but, c'est d'étendre les diagnostics dans tout le pays et de se rapprocher le plus possible de la population. Mais pour l'instant, nous n'avons pas assez de moyens encore, il faut le dire, parce que je vous ai dit, le gouvernement ne nous appuie pas. Nous avons des partenaires majeurs actuellement, c'est la FATS, c'est l'Alliance franco-africaine pour le traitement des hémophilies, et nous avons le Novo Nordisk Hemophilia Foundation. Ce sont ces partenaires-là qui nous viennent en appui sur le plan diagnostic et sur le plan traitement avec la FMH. Donc pour l'instant, c'est encore un début, mais on a déjà fait pas mal de choses. Effectivement, l'idéal, c'est de se rapprocher le plus possible de la population. Mais pour l'instant, à Kinshasa, l'unique centre de prise en charge de l'hémophilie se trouve au département de pédiatrie, au service d'hématologie, ici au clinique universelle de Kinshasa. Ok, merci docteur. Je suis toujours dans la prise en charge. Quand vous parlez de la prise en charge, aujourd'hui, un volontaire, une association, un organisme qui vient se présenter pour dire voilà, moi je prends le dépistage en charge et que je veux que à la naissance les enfants soient déjà testés, tous les garçons qui naissent, ou soit avant la circoncision, tous les enfants doivent être testés s'ils ont hémophile ou pas. Est-ce que de votre côté, vous pensez que ça sera faisable, Bon, écoutez, l'hémophilie, c'est pas un peu comme la drépanocytose. On compare un peu à la drépanocytose, mais c'est pas la même chose. Parce qu'on ne peut pas aller dépister tous les enfants à la naissance. Voilà, parce qu'on ne sera pas efficace. D, on va perdre de réactifs. Parce que je rappelle qu'il naît un hémophile sur 10 000 naissances. Ou sur 5 000 naissances mâles. Donc, on peut avoir 10 000 patients au dépistage ici, on retrouve qu'un seul hémophile. Ça ne sera pas efficace. Le moyen de dépistage, c'est quoi? Soit on fait ce qu'on appelle un dépistage familial, c'est-à-dire si vous avez des cas d'hémophilie dans la famille, dès qu'il y a la naissance d'un garçon, à ce moment-là, on peut faire le check-up, on peut faire un bilan de check-up dans le cadre d'un dépistage familial. C'est-à-dire que vous avez une histoire familiale d'hémophilie. C'est à ce moment-là, chaque garçon qui arrive, pour anticiper, on peut faire d'abord des tests non spécifiques, notamment le temps de coagulation, le temps de céphalie avec activactaire. Si c'est perturbé, on dose les facteurs. Donc, premier moyen de dépistage entre guillemets, c'est le dépistage familial. C'est-à-dire dans les familles où vous avez une histoire des maladies hémorragiques, une histoire d'hémophilie, à ce moment-là, on peut aller prendre tous les garçons, chercher à dépister l'hémophilie chez les autres garçons. Ça, c'est la première façon de faire. Soit on est obligé d'attendre tout simplement un syndrome hémorragique, que les patients saignent au début de la circoncision par exemple. Il faut au moins, ce qu'on peut faire, c'est de faire des examens non spécifiques avant de faire tout acte opératoire, avant de faire la circoncision, avant de faire une chirurgie, n'importe quoi. Il faut faire un bilan d'hémostase, ne serait-ce minimal, un temps de coagulation, temps de saignement, TCA ou temps de clic si on a les moyens.
Ces bilans-là, une fois perturbés, on peut aller maintenant dans les examens plus spécifiques, notamment par les dosages des facteurs. Voilà, donc, mais aller à dépister systématiquement à la naissance, c'est pas possible, ça s'est fait nulle part ailleurs parce que ça sera inefficace et puis effectivement on va perdre le moyen, on va perdre les réactifs. Les dépistages, les ciblés, c'est un dépistage qui est familial lorsque vous avez une histoire des maladies hémorragiques de la famille. Ok, je suis toujours avec vous, Dr Guette. Vous avez parlé de médicaments, vous avez un apport extérieur par rapport aux médicaments, on vous envoie le produit et s'il y a rupture des stocks, comment vous prenez en charge déjà les quelques maladies que vous avez, les quelques malades que vous prenez déjà en charge? Voilà, donc les traitements de l'hémophilie consistent à faire ce qu'on appelle un traitement substitutif. Okay. C'est un traitement de remplacement. Vous comprenez? Les malades de l'hémophile A, par exemple, il manque le facteur 8. Ces facteurs-là, grâce aux industries pharmaceutiques, ils sont fabriqués sous forme de médicaments, sous forme d'injections comme on donne l'antibiotique. Ces facteurs-là existent maintenant, c'est un traitement substitutif. On remplace tout simplement le facteur dont le patient manque. Mais effectivement, comme vous avez dit, on a effectivement des moments où il y a des ruptures. Voilà, il y a quelques années, on n'avait pas de facteur ici. Voilà, il y a des moments où on arrive, on a des ruptures parce que... Effectivement, il y a des moments où on a des ruptures. Mais en cas de rupture, on a des alternatives thérapeutiques. On peut donner autre chose, notamment on peut transfuser du plasma frais congelé. Les plasmas, c'est une portion du sang qui transporte les facteurs de coagulation. Donc quand on donne le plasma, on apporte au patient tous les facteurs dont il en a besoin, dont le 8 et le 9. Donc le plasma frais, on peut le transfuser. À la limite, si on n'a pas de plasma frais, on peut donner du sang total frais. Ça aussi, ce sont des moyens qui peuvent nous aider. Ce sont des traitements qui peuvent agir, mais l'idéal, effectivement, c'est vraiment de donner le facteur dont les patients manquent, de faire un traitement substitutif. Mais si on n'a pas de traitement substitutif, effectivement, on a d'autres moyens, d'autres alternatives thérapeutiques qu'on peut utiliser pour arrêter les saignements chez un malade qui saigne par exemple. Même ceux qui ont des martroses, vous avez parlé des martroses, ça veut dire qu'ils ont le bleu, les genoux gonflés, des coudes gonflés, même si on donne le sang total, ça diminue ou c'est... Oui, bien évidemment, ça peut diminuer parce que dans les sangs total ou dans les plasmas, vous avez les facteurs dont il manque. Donc en donnant du plasma frais, vous l'apportez un peu de facteurs qui manquent. Mais effectivement, l'efficacité ne sera pas la même si on donne uniquement le facteur 8, par exemple, le piment, ou si on donne directement le facteur 9. L'efficacité ne sera pas la même. Parce qu'effectivement, pour que l'efficacité soit la même, il faut donner des quantités énormes du sang. Or, on est limité. Voilà, pour les plasmas, par exemple, ou le sang total, on peut donner seulement entre 15 et 20 ml par kilo. Voilà. Ce qui fait que ça vous apporte le facteur, mais en quantité insuffisante. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Alors, par exemple, un enfant qui a 40 kg, vous pouvez aller à lui donner jusqu'à même 3000 à 4000 unités. Vous ne pouvez pas le faire avec les plasmas. Vous allez le surcharger, il va faire un noyauté par surcharge hémodynamique. Donc, c'est un traitement palliatif, mais l'efficacité, elle est quand même moindre, il faut le reconnaître, par rapport à un traitement substitutif. On est en train de chuter déjà. Professeur Jean-François, par rapport aux enfants hémophiles, les enfants hémophiles, ils ont la vie normale ou ils ont une autre mode de vie, ils ont leur mode de vie privé à eux? Parce que en vous écoutant, c'est comme si ils ne sont pas des enfants normaux. Est-ce qu'ils ont une autre mode de vie ou ils ont la vie normale comme tout autre enfant? Alors, il y a deux façons de voir. C'est vie normale et pas vie normale. C'est vie normale dans la mesure où ils peuvent avoir une scolarité, ils peuvent avoir une formation professionnelle. C'est vie un peu différente parce qu'il faut qu'ils fassent attention. Et en particulier, il faut éviter les activités physiques qui peuvent lui entraîner des hémorragies. Donc par exemple, on le sait, c'est des petits garçons. Les petits garçons, ils veulent jouer au foot, surtout en ce moment. Eh bien, on n'aime pas trop que les hémophiles jouent au foot parce qu'en jouant au football, ils vont s'abîmer les chevilles, s'abîmer les genoux et ils vont saigner. Donc
il faut les laisser faire du sport, mais les orienter. C'est en ça que c'est normal et pas normal à la fois. C'est-à-dire que s'il veut faire du sport, c'est très important qu'il fasse du sport, eh bien c'est plutôt la natation, c'est plutôt la marche, le vélo, ou des sports pas trop antiques, même du volleyball ou autre, mais pas le football, pas le rugby, pas les sports de combat et autres. Ça, c'est ça. Et finalement, l'enfant, progressivement, il va apprendre à se protéger. Au début, c'est les parents, surtout la mère d'ailleurs, hein, qui va, parce que c'est la vie de tous les jours, ça. C'est la mère qui va lui dire, fais pas ça, fais attention, fais attention. Progressivement, l'enfant... que les enfants non hémophiles. Et donc très vite, il va comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire et autres. Et progressivement, c'est lui qui va se prendre en charge. Donc après, il mènera une vie normale, il peut jouer avec ses amis, il peut faire des tas d'activités. Donc c'est un enfant qui est pas un malade permanent. Hein. Alors en plus, si on veut aller un petit peu plus loin, dans les traitements que propose maintenant, donc Dr Gued a parlé, on fait du facteur 8, du facteur 9. Traditionnellement, on faisait ce facteur juste quand les gens saignaient. Quand les enfants saignaient, on mettait le facteur et ça arrêtait le saignement. De plus en plus, et si on a suffisamment de produits, c'est ce qu'on fera, on fait ce qu'on appelle une prophylaxie, c'est-à-dire qu'on va les refaire un traitement avec 2 injections, voire 3 par semaine, et à ce moment-là, ils ont une vie pratiquement normale puisqu'ils ne saignent plus du tout. Alors pour ça, il faut qu'il y ait une acceptation des parents, de l'enfant, et puis il faut qu'il y ait suffisamment de produits. Et ça, c'est l'objectif qu'on va se fixer en RDC, c'est de faire en sorte que les enfants, parce que c'est eux qui en ont besoin, ils puissent bénéficier d'une prophylaxie, c'est-à-dire avoir suffisamment de produits, et à ce moment-là, leur vie est un peu plus normale encore. Okay. Par rapport aux organismes internationaux, par rapport aux associations, par rapport aux ONG, par rapport à notre gouvernement, quelle peut être votre demande? Parce que là, on avait parlé, entre guillemets, mais nous aimerions que vous puissiez formuler une demande. Vous pouvez faire une demande, vous pouvez écrire, mais quelle est votre demande? Voilà, merci Madame la journaliste. C'est une question pertinente parce qu'effectivement, nous dépendons pour l'instant des partenaires extérieurs. Oui. Et ces partenariats n'est pas illimité dans le temps. Hein. C'est un partenariat qui est limité dans le temps. À ce moment, ces partenariats va s'arrêter. Il faut que notre gouvernement puisse mettre la main à la poche, puisse s'impliquer directement. D'abord, que l'hémophilie fasse partie des maladies chroniques non transmissibles. Que cette maladie soit reconnue comme maladie chronique non transmissible. Et puis, deuxièmement, nous demandons que le facteur de coagulation fasse partie des médicaments essentiels. Voilà, parce que chaque pays, c'est l'OMS qui les détermine, mais après chaque pays a la possibilité de déterminer les médicaments essentiels. Une fois que le facteur de coagulation, les facteurs, ce sont des traitements que nous donnons aux patients. Une fois que ça fera partie des médicaments essentiels, on aura maintenant la facilité d'en jeter, d'en produire à travers certaines firmes, et que le prix également de la maladie, les prix du médicament, j'allais dire, sera réduit. Donc voilà un peu ce que nous demandons pour le gouvernement. Et troisième chose que nous demandons, c'est de nous faciliter le dédouanement des médicaments pour l'instant. Les médicaments que nous recevons de nos partenaires, des fois, on se casse la tête pour que ces médicaments puissent nous parvenir. Il y a une année où nous avons perdu environ 200 kg de médicaments parce que ça traînait, on n'arrivait pas à le dédouaner. Voilà, que le gouvernement puisse également nous faciliter la tâche en ce qui concerne le dédouanement de ces médicaments. Et en concernant la prise en charge de la maladie, je voulais aussi dire que nous avons aussi une association sur place que nous avons créée. Ah bon? Voilà, parce que la FAT, en fait, travaille aussi, la Fédération mondiale d'hémophilie, travaille en dehors du personnel médical également. Il faut une association locale. Donc nous avons créé ce qu'on appelle l'ACDH en février 2018. L'ACDH. Association Congo démocratique des hémophiles. C'est une ONG, c'est une ASBL, nous avons déjà tous les papiers qu'il faut. Dans cette association, il y a les hémophiles eux-mêmes d'abord, les parents d'hémophiles, nous avons également d'autres volontaires, d'autres bénévoles, médecins ou non médecins, paramédicaux qui sont dans l'association. Le but de l'association, effectivement, c'est assurer la sensibilisation de la population sur la maladie, faire connaître la maladie à travers le pays, à travers des émissions, des colloques, ainsi de suite. Cette association, effectivement, nous permet au fait vraiment de se rencontrer, de parler de l'hémophilie
On a régulièrement des réunions de façon hebdomadaire, quotidienne. On a des réunions, on se réunit, où on partage, on parle de l'hémophilie. Ça permet de créer des liens, ça permet de renforcer des liens entre hémophiles et parents d'hémophiles, mais également à répondre à certaines préoccupations que les parents peuvent avoir. Donc l'association existe, c'est l'ACDH, et dans cette association, nous avons également les partenariats effectivement de la FAT, de la Fédération mondiale des Novo Nordisk Hemophilia Foundation. Voilà. Comment on peut contacter l'association ACDH? Voilà, l'association elle est bien structurée. Moi je suis secrétaire général, donc je peux donner mon contact si vous voulez. Vous êtes le mieux placé. Voilà, je suis médecin traitant des patients hémophiles, mais également je fais partie de l'association. Je suis pédiatre ici au clinique universelle de Kinshasa. Donc les personnes qui veulent nous contacter peuvent venir directement ici au département de pédiatrie, service d'hémato-oncologie, ici au clinique universelle de Kinshasa. Mais également ils peuvent nous contacter par le numéro plus 243 81 67 47 777. Donc plus 243 81 67 47 777. C'est un numéro, c'est mon numéro personnel. Un message ou un m'écrit par WhatsApp, voilà, je réponds toujours, on est toujours disponible, on peut toujours répondre à des appels, à des invitations pour parler de cette maladie, pour continuer à assurer la sensibilisation concernant cette maladie. Donc j'aimerais remercier nos partenaires, notamment le professeur Jean-François Jvelt qui est à ma gauche ici, mais également le professeur Pierre Toulon qui est au laboratoire. Ils sont venus en mission ici pendant toute la semaine pour assurer des formations théoriques en hématologie, des formations post-universitaires, mais également consulter les malades et puis faire des prélèvements. Donc ils font partie également un peu de la France. Ce sont des bénévoles, hein. Ils viennent ici, ils ont quitté la France, ils ne sont pas payés, ils viennent nous aider. C'était aussi l'occasion pour moi ici de la remercier pour ces partenariats, pour cette relation qui semble être fusionnelle de plus en plus. Et nous pensons que nous aurons toujours besoin de leur assistance au cas où nous aurons besoin. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Et professeur, si vous avez un dernier mot pas pour la vie, c'est par rapport à l'émission pour aujourd'hui, parce que vous allez vous habituer même à distance, on pourra toujours se communiquer, on pourra toujours passer les émissions même en direct. Vous pouvez passer votre dernier message. Oui, d'abord, je dois dire que j'étais ravi moi de découvrir, c'est la 3e fois que je vais à RDC. Je ne connaissais pas le pays, je ne connaissais que parce qu'on a des informations. J'étais ravi de découvrir ce pays et la gentillesse et l'accueil qu'on a reçu ici. Et je voudrais remercier tous ceux que je rencontre et c'est très agréable de travailler ici. Les gens sont de très bonne volonté, on a une bonne adhésion, les gens viennent écouter, ils sont très, très gentils, donc vraiment je suis ravi d'être ici. Et puis je voudrais qu'on termine sur un message d'espoir parce qu'on a expliqué un peu c'est compliqué, que ça pouvait donner des complications. Il faut savoir que la recherche avance très vite dans l'hémophilie et que de plus en plus on a des produits, on va avoir des produits de plus en plus faciles à appliquer. Pour l'instant, on est obligé de faire des injections intraveineuses. Bientôt, et ça se fait déjà dans un certain nombre de pays, en France en particulier, nous en avons, on a des traitements sous-cutanés. Sous-cutanés, ça veut dire que le patient peut se piquer lui-même comme un hémophile. Hein. Et donc on a des traitements comme les diabétiques. Voilà, comme les diabétiques. Voilà. Et en plus avec une injection par semaine, voire tous les 15 jours, voire tous les mois. Donc on est à la veille d'une révolution thérapeutique. Et donc quand on dit c'est une maladie à vie, je dis non, c'est plus une maladie à vie maintenant, mais il faut qu'on puisse arriver jusqu'au stade où on pourra les traiter correctement. Il y a une urgence là à diagnostiquer les patients en RDC et à leur permettre d'arriver à ce stade où on pourra en faire une maladie banale et très, très simple. Et c'est vraiment un grand message d'espoir que je voudrais qu'on garde pour la fin. Ok, merci beaucoup. Merci très chers internautes de Congo Mounia TV, merci pour votre patience, merci pour votre attention. Je vais faire un appel à toute personne de bonne volonté. Parce que quand on parle, nous parlons du gouvernement, oui, nous parlons du ministère de Santé, oui, et nous avons aussi besoin de volontaires. On a parlé, il y a une structure qui est ici, ACDH, que toute personne de bonne volonté qu'il vienne mettre la main dans la pâte, pour essayer de remonter cette pente, pour essayer d'aider les malades, pour essayer d'apprendre, parce que nous avons besoin que ces messages passent partout. Nous avons besoin que les parents soient informés. Beaucoup de parents ont des enfants qui sont malades, mais ils les ignorent.
Ils ignorent que leurs enfants sont malades. En tout cas, venez mettre la main dans la pâte. Vous avez les contacts de la CDH et vous avez les contacts le médecin pédiatre, le docteur Guette. Vous pouvez les contacter anytime. Moi, je vous dis que même si vous les contactez à minuit, il est là, il est présent, il répond toujours. Donc, merci beaucoup. Merci à l'ingénieur Chagui qui était derrière la caméra. Merci à papa Jean-Rémy, il est là-bas, Kuba. Merci à Benjamin Ouatta, il est là. Merci à tous les parents qui ont des enfants hémophiles. Merci à tous les hémophiles. Tous les hémophiles, que Dieu vous fortifie. Sachez qu'il n'y a rien qui va rester éternel dans ce monde. La maladie, si nous voulons, nous pouvons la vaincre. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, merci. Merci. Ah oui. Ah oui, c'était vraiment une joie d'être avec vous. On va voir. Merci vraiment. Merci docteur Guette. Merci vraiment. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir partagé. Hein. Oui, Je crois qu'on a pu passer des messages. Ouais, je pense que le message est passé. Vous aurez, Après les montages, vous allez nous envoyer. Hein. Oui, non, déjà, le lien, je vous envoie le lien. Ok. On vous envoie les liens déjà. Merci. Et si tu as aimé, n'oublie pas, clique sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos.